Derrière Mirio de My Hero Academia ou encore Benimaru de Fire Force se cache une seule et même voix, celle de Maxime, notre invité du jour. Plus connu encore pour être à l'origine de la chaîne Retake, Maxime a su s'illustrer aux côtés de son acolyte Victor par des doublages parodiques d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, Maxime s'apprête à se lancer dans une toute nouvelle aventure qu'est le manga, et ce sont justement les sujets du 14e chapitre de Pain sur la planche. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être venu. Bah, je t'en prie, j'étais de passage alors. Carrément. Optimisons. Carrément, je suis trop content de te recevoir. Moi, ça faisait, j'ai une liste en fait avec les invités. Et toi, comme Nico, du coup, avec qui on vient de faire l'interview, ça fait longtemps que vous êtes dedans. Du coup, c'est trop cool. Là, il y a peut-être déjà un petit peu plus de gens qui te connaissent parce que sur YouTube, t'es très présent. On essaye, enfin très présent. Il y a des pauses de 10 mois entre chaque vidéo, mais. Non, il y a eu une FAQ entre temps, mais. Ouais, la technique. C'est ça. Mais peut-être que tu peux quand même te présenter. Ouais, bah carrément. Je m'appelle Maxime O'Haraud, je suis comédien plutôt dans le milieu du doublage. Je suis enrhumé, j'ai les lèvres gercées, mais ça c'est actuel, c'est pas. Ça me représente pas. C'est pas un quotidien. Ouais, non. Okay. En plus j'ai la voix cassée, j'ai mal à la tête. Enfin, c'est l'enchaînement, mais bon, on est toujours vivant. Toujours vivant. Je mettrai un petit extrait de la musique de Renaud. Toujours la banane, toujours debout. Du coup, comme tu as dit, t'es comédien. Ouais. T'as une chaîne YouTube. Là, tu prépares même un manga. C'est en début, c'est les balbutiements. C'est les balbutiements. Mais au tout début, t'es parti en licence d'anglais. Ouais, alors j'y suis allé 2-3 jours. En fait, je me rappelle, j'avais un appartement horrible, très clairement pas aux normes, un truc genre. Franchement, ça devait être un 6 mètres carrés. Je l'avais pris parce que c'était à côté de la fac et tout. C'était dans le sud ? Ouais, c'était à Pau. À Pau, ok. À Pau. Je ne remercie pas mon propriétaire qui a gardé la caution. Allez vous faire foutre. C'est sincère. Et en fait, ouais, j'étais sur Facebook après le jour de la rentrée, quoi. Et en scrollant, en me disant, mais en fait, non, cette fac, elle me donne pas envie. J'avais une pote avec qui je m'entendais bien, mais... j'avais pas envie d'y être, quoi. Et... Oui, c'était là juste pour la pote. Ouais, bah ouais. En fait, j'y étais allé parce que en terminale, j'étais allé voir la conseillère d'orientation et je lui avais dit que moi, j'avais envie d'être comédien et elle m'avait dit ça n'arrive pas. Elle m'avait dit vous avez 17 ans, 18 peut-être à l'époque, je me rappelle plus. On ne commence pas à cette période-là d'être comédien. Et je m'étais dit ah bon d'accord, elle a raison. Et non, comme beaucoup de conseillers d'orientation, elle avait tort. Parce que 4 ans après, j'étais la voix de Mirio, donc. Et ça régale. Mirio, ouais. donc dans My Hero Academia. Ouais, en fait, je m'étais résigné à me dire je vais faire des études qui m'intéressent pas parce que c'est ça le secteur classique et en fait. Non, ouais, c'était pas fait pour moi. Peut-être pas encore le truc de te dire ouais, je peux le faire tout. T'étais peut-être dans un milieu qui t'encourageait pas. Ouais, en fait. Il y a personne autour de toi qui était comédien. Justement, en fait, je pense que c'est ça qui a changé les choses, c'est que quelques mois avant, je crois que c'était pendant les vacances d'été, juste avant ma rentrée, j'ai rencontré ma belle-sœur avec qui venait tout juste de se mettre mon frère et qui elle est comédienne, qui bossait beaucoup plus au niveau de Toulouse. Et en fait, c'est elle qui a dit à mon frère, mais en fait, ton frère il est fait pour être comédien parce que je lui parlais tout le temps et tous les trucs qui me passionnaient c'était que des univers fictifs. Ah ouais ? C'était à l'époque je jouais beaucoup à un MMO qui s'appelle Elsword. Je lui parlais déjà du scénario que je veux évoquer dans mon manga. Okay. À l'époque et je lui avais dit moi c'est ça qui me fait vibrer les histoires. Ouais, voilà, c'était moi je voulais faire rire les gens, je voulais les faire pleurer, je voulais leur faire vivre des émotions, quoi. Et je pense que c'est grâce à elle que tout a commencé parce que je m'étais dit jour 2 de la fac, ma mère jamais elle va accepter que j'arrête là. Et en fait j'ai appelé ma belle-sœur, je lui ai dit tu peux convaincre maman s'il te plaît. Elle a appelé ma mère et après j'ai appelé ma mère. Et ouais, ça a commencé. Et ta mère elle t'a dit ok. Ouais, en fait, mon père venait tout juste de tomber malade. Il était en situation de handicap à ce moment-là. Et j'ai dit à ma mère, en fait, si je me mets en année sabbatique maintenant, moi, je peux m'enfermer dans ma chambre et m'entraîner pendant cette année et m'occuper de papa quand t'es pas là parce qu'elle travaille. Okay. Ce qui a eu lieu, du coup, j'ai passé toute l'année comme ça. Et en fait, j'ai énormément joué à des jeux vidéo pendant cette année-là. Étonnamment, j'ai pas regardé de séries, j'ai pas regardé beaucoup de théâtre. Et en fait, j'imitais. Parce que toi, c'était l'univers qui te plaisait aussi. Ouais, voilà. Moi, c'est les animés et les jeux vidéo.
j'imitais les voix des comédiens que j'entendais. À ce moment-là, je m'étais dit, je vais tout regarder en VF, comme ça je vais apprendre des trucs. Et bah ouais, j'ai appris à bouger ma voix en fait en jouant à League of Legends et en imitant les personnages du jeu, quoi. Ouais, tu m'as fait une petite imitation tout à l'heure de Corky. Ouais, bah ouais. À l'époque, je me disais, si j'apprends à bouger ma voix, je suis sûr que c'est un truc que font pas les comédiens français. Et il y a 5-6 personnages que je chopais bien, tu vois. Je me disais, ouais, nickel, là, je les ai bien. D'ailleurs, j'ai toujours les extraits audio de moi qui m'entraîne à l'époque. C'est horrible. Non, tu ne les auras pas. et ouais, je réalise qu'en fait, bah si, il y a des gens qui le font, puisque les 5 personnages, ils étaient tous faits par Martial Leminou, donc, qui est devenu, malgré lui, mon professeur. Hein. Ah ouais. Bah, du coup, comme je l'imitais tout le temps, en fait, j'ai appris de lui, quoi. J'ai appris de lui, du coup. Ouais. Incroyable. Et est-ce que le fait de faire ça, ta voix, c'est une question un peu bête, mais ta voix de base a changé? Bah, je pense que ma voix a beaucoup bougé depuis que j'ai commencé à faire ce métier, mais je pense que c'est l'âge aussi. Et puis, on m'a beaucoup mis sur des personnages plus vieux que moi, du coup j'ai l'impression que j'ai pris particulièrement beaucoup de graves ces 3 dernières années, juste parce que je m'habitue à parler un peu plus bas, quoi, et du coup j'ai une voix plus... Et donc en vrai, t'as appris à moduler ta voix en autodidacte à 200%. Ouais, et d'ailleurs, l'école où j'étais allé, c'était une école que je recommande pas, je dirais pas le nom, mais c'était les écoles, tu vois, qui jouaient un peu sur le rêve de justement se lancer dans le doublage qui commençait à devenir populaire. L'année d'après, j'ai fait une école de théâtre, mais cette école-là nous donnait des cours de modulation vocale. C'était en 2017-2016 ? Ouais, c'est ça. 2017-2018, je crois. Okay. Je me rappelle plus. 2016-2017. T'es mieux informé que moi sur ma vie, c'est bien. Je fais mes recherches. Et en fait, on avait des cours de modulation vocale. Et en fait, j'arrivais pas à suivre la prof parce qu'elle essayait de nous apprendre, par exemple, à faire des voix de sorcière ou quoi. Et en fait, je savais déjà le faire, mais d'une autre manière que ce qu'elle décrivait. Elle te donnait une technique qui te parlait pas. Elle disait, il faut que ça monte là, ici, dans le masque. Et moi, j'étais en mode, bah non, faut que ça monte là, dans le nez. J'étais en mode comme ça, là, je peux pas le faire parce que je suis enrhumé, mais... mais tu vois, c'est des trucs éraillés. Moi, ça monte forcément là. Je bloque mon... Enfin, tu vois, j'ai appris à sentir les parties de mon corps pour savoir comment fonctionnent les voix que je fais. Et je me disais, bah non, c'est pas comme ça que je fais. Et du coup, ça te parlait pas du tout ce qu'elle te disait. Elle m'a quand même appris des trucs. Enfin, elle m'a appris à comprendre comment fonctionnaient mes résonateurs, mais du coup, je les utilisais pas comme elle me le décrivait, non. Et c'est aussi là que tu as rencontré Victor ? Ouais, c'est à cette école-là. Ça a commencé sur une connerie. Bon, cette école, vraiment, je la conseille pas parce qu'on apprenait nos cours d'interprétation, là où tu es censé passer par les bases, donc du Molière, des vrais classiques du théâtre français. Nous, on faisait des scènes de Disney. Donc, autant dire que... Du Pumba... nous, on en a fait le Bossu de Notre-Dame, qui est mon Disney préféré. Et moi, je voulais faire Frollo, tu vois, genre faire le méchant et compagnie. Et la prof dit, non, Victor, tu vas faire Frollo, Maxime fait Quasimodo. Et moi, je suis en mode, bah non, je veux pas être la victime, merde. Et Victor découvrait le texte, donc il avait la feuille à la main. Et là, il y a une réplique où il dit, tu oses songer à aller au festival. Et en fait, Victor s'est gouré et il a dit, tu oses songer à aller au festival. et genre, il a pas fait exprès, il m'a regardé, j'ai explosé de rire instantanément. Et en fait, la prof nous a dit de sortir de la salle pour nous calmer. Et en fait, à ce moment-là, je lui dis, mais mec, c'est trop drôle, en fait, faudrait faire des parodies. Et lui, il me dit, mais en fait, j'ai une chaîne où je fais des parodies. Et il m'a proposé de venir tester à ce moment-là, et c'est là que ça a commencé. Avec son père ? Ouais, avec son père, qui est très très drôle. J'imagine. Mais toi, t'avais pas déjà, je me trompe peut-être dans la chronologie, mais t'avais pas déjà une expérience aussi de YouTube, parce que je crois que tu, à un moment donné, travaillais avec Trash. Ouais, j'étais community manager pour eux, qui est pas une époque où j'étais particulièrement en avant, mais en gros il y avait eu un concours, je crois que c'était l'été avant que je monte à Paris, et en gros fallait faire des mèmes ou montrer les posts que tu pourrais faire pour Facebook, et j'en ai fait 3 en utilisant leur chibi, tu sais, les chibis qu'ils avaient à l'époque, et j'ai été recruté par Adrien Pateau, qui aujourd'hui est notre community manager d'ailleurs, Brascos, ce qui est un peu une fierté de me dire que mon community manager, c'est le mec qui m'a tout appris, et qui est honnêtement, je pense, le mec grâce à qui on en est là aujourd'hui, parce que le lancement de la chaîne, c'est en gros, on fait des petites parodies avec Victor et je les envoie au groupe des community managers pour avoir leur avis. Et là, t'as Adrien Pateau qui dit c'est pas mal, mais il faudrait que vous trouviez une vraie formule, que ce soit pas juste des parodies en vrac, qui est une plus-value. Et là, du coup, je dis ça à Victor, qui trouve la chaîne de Gigok, qui est un youtubeur anglophone, et on les montre à ses community managers. Et en fait, là, les community managers disent c'est exactement ça qu'il faut faire, ça marcherait super bien. Du coup, on demande à Gigok si on a moyen de faire des versions françaises, il nous dit que oui.
on fait une version française de 3 vidéos. Je les envoie à Adrien qui me dit je vais montrer ça aux gars de l'équipe, je suis sûr qu'ils vont adorer. Parce que Trash, ils étaient déjà bien en place. Ouais, je crois qu'ils avaient déjà 500, 600 000 sur YouTube. Et en fait, Adrien leur a montré et Neoxys, le patron de Trash de l'époque, a dit partage-les sur Facebook, vas-y, lance-les. Et en fait, ils ont fait un post, 2 posts, 3 posts. Et sur ça vous nous a... Ouais, sur nous. À chaque fois qu'on mettait nos vidéos, ils les partageaient. Je pense que c'est ça qui nous a fait démarrer, ouais. Parce qu'aujourd'hui, la première vidéo qui est sur votre chaîne, c'était le résumé de SAO qui est encore public. C'était déjà ça la première vidéo ? Ouais, c'était ça. Ils ont partagé SAO, puis l'attaque des Titans, puis Tokyo Ghoul qui a été malheureusement supprimé, mais qui était bien drôle. Enfin, bon, aujourd'hui, on a un peu honte de ces vidéos-là parce qu'on n'est plus très... Tu vois, tu dis que t'as honte, mais moi, justement, à l'inverse, ce qui me choque, c'est la qualité qu'il y avait déjà sur ces premières vidéos. Tu vois, c'est les premières vidéos que vous faites, et pourtant, elles marchent directement, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, en fait, comme on n'était pas comédien à l'époque et qu'on n'avait pas de personne pour travailler le mix du son, tu vois, quand on les regarde, on se dit ça aurait pu être tellement mieux. Non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, en tant que premier, comme tu dis, t'étais pas comédien, c'est vos premières vidéos, donc première expérience. Moi, je trouve que c'est fou le niveau que vous avez mis dès le départ, quoi. C'est gentil. Mais en fait, nous, ce qu'on s'était dit avec Victor, c'est que l'objectif, c'est qu'à chaque vidéo, ce soit mieux que la précédente. C'est-à-dire que, pas forcément au niveau de l'écriture, parce qu'au bout d'un moment, on s'est mis à écrire nous-mêmes nos vidéos, mais on s'était dit, faut qu'il y ait une amélioration, au moins au niveau du jeu, au moins au niveau de la direction. Du coup, on a demandé des avis à des directeurs artistiques d'animation japonaise. On leur a dit, de doublage, du coup, français, on leur a dit, soyez les plus critiques possibles, parce que comme ça, nous, on va pouvoir nous améliorer. On va pouvoir s'améliorer, c'est plus français. Et petit à petit, on va peut-être réussir à avoir un niveau professionnel. C'était Bruno Meyer et Grégory Lenné qui nous ont donné des conseils. Donc quant à Levi et j'ai oublié son nom, le héros de Re:Zero, comment il s'appelle déjà, ce mec horrible qui hurle tout le temps. je vois bien sa tête, mais j'ai pas. Ok. Ou le héros de Fire Force, d'ailleurs, Grégory Kekoni aussi dans l'attaque des Titans. Quant à ces deux-là, pour te donner des conseils, c'est les meilleurs professeurs possibles, tu vois. Et ça nous a vraiment permis de beaucoup nous améliorer. Comment t'as fait pour les atteindre ? Facebook. Direct. On leur a envoyé un message privé sur Messenger. Le fameux pavé qu'on mentionnait l'épisode précédent. C'est ça, tout timide en disant oui, on est des débutants et on sait très bien qu'on n'a pas le niveau, mais voilà, on aimerait s'améliorer. Et ils ont pris le temps de nous donner des conseils. Quand j'y pense, c'est assez ouf que des mecs qui autant overbookés qu'eux, parce que pour le coup, ils bossent beaucoup. Grégory dort la nuit, ce serait bien. Mais ils ont pris le temps de nous conseiller au début. Parce que là, actuellement, vous étiez. Pour eux, il pourrait y avoir des milliers de messages comme ça. Des mecs qui se lancent, tout ça. Et donc... nous, on leur avait expliqué notre démarche qui était assez différente, mine de rien. C'est qu'en fait, Victor et moi, on se positionnait sur nos vidéos comme directeur artistique. Donc, l'objectif qu'on avait, c'était déjà, certes, aidez-nous à comprendre où il y a des erreurs de jeu. Comme ça, nous, ça va développer notre sens critique, quoi. Mais surtout, la vraie différence, c'est que généralement, pour des parodies, les fans, à l'époque en tout cas, ils savaient pas qu'il y avait un directeur artistique. Donc ils sentaient que déjà on s'était intéressé au milieu professionnel puisqu'on comprenait un peu les différents rôles qu'il y avait. Du coup, on leur disait oui, on n'a pas d'ingé son. Enfin, tu vois, on cherchait ça montrait qu'on avait quand même écumé leurs interviews et compagnie. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence de voir qu'il y avait une volonté de professionnalisme sur notre chaîne et ça a toujours été notre mot d'ordre. Et à ce moment-là, t'étais plus dans l'école de doublage, mais est-ce que tu avais pris les cours de théâtre, il me semble ? Alors justement, en fait, Retake s'est lancé le 25 juin 2017 et le septembre d'après, c'est là qu'on rejoignait notre première école de théâtre. Ah oui, donc vous avez commencé Retake avant. Ok. Ouais. En fait, justement, on est allé avec tous les gens qui étaient dans notre école de théâtre, dans notre école de doublage, du coup, la fameuse déconseillée. Et en fait, on s'est tous dit, ok, cette chaîne, ça va nous permettre de nous maintenir au niveau de la technique et compagnie. Maintenant, il faut qu'on prenne des cours de théâtre pour être meilleur en jeu. Et comme ça, quand on sera tous prêts en jeu d'acteur, on pourra se lancer tous ensemble dans le métier. Et ça se passe comment, les cours de théâtre ? C'est-à-dire, ça se passe comment ? C'est une école où tu vas payer comme si tu étais en cursus scolaire ou c'est des cours du soir ? Ah non, nous, on a pris des cours d'art dramatique, mais après, on est allé dans une école d'art dramatique, mais il y a vraiment plein d'écoles différentes. Ouais. Il y a des gens qui font tout simplement pas des masterclass, mais en gros des stages. Des stages, c'est ça, qui peuvent durer une journée, une semaine ou deux. Nous, on est vraiment allé dans une école à l'année, qui était objectivement très bien. Ça nous a vraiment beaucoup permis de progresser sur notre jeu. Après,
c'est des écoles qui ont tendance justement à être vieille école. Et je sais qu'on n'a pas été viré parce qu'on était mauvais, parce qu'on a été poussé gentiment vers la porte. C'était pas parce qu'on était mauvais, puisque tout le monde nous a dit qu'on n'était pas les meilleurs de notre classe, tu vois, mais à peu près au milieu. Ouais, vous mais étiez pas les cancres. Ouais, enfin... Moi, j'avais fait une dépression cette année-là. Enfin, ça fait un moment que je suis en dépression. Mais j'avais fait une dépression sévère cette année-là. Je manquais beaucoup de cours. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu fusionné nos deux personnalités avec Victor. C'est-à-dire qu'ils ont dit à la mère de Victor que Victor était tout le temps absent. Victor a manqué 2 cours sur toute l'année. C'est l'élève qui a le moins manqué de cours. Donc, vous étiez en binôme, ils vous ont mis dans le même paquet. C'est ça, ouais. Et en fait, je sais que ça a été dans la balance le fait que nous, on était intéressés plus par le doublage que le théâtre. Ce qui est, étonnamment, un truc que je retrouve beaucoup dans ma génération, en fait. Généralement, les gens qui sont des enfants d'eux dans le métier, des gens qui sont nés dans ce métier-là, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas, tu vois. C'est des gens qui sont toujours passionnés par le théâtre. Tous les jeunes extérieurs, je pense, je vais pas citer de nom, tu sais quoi, pour pas donner du grain à moudre, mais c'est des gens qui veulent faire du doublage parce qu'ils aiment le doublage, en fait. Ouais. Ils consomment tous leurs produits en français et ils se disent c'est un beau métier, je veux devenir comédien, je vais apprendre à jouer la comédie pour faire du doublage, pas spécialement du cinéma ou du théâtre. Ouais, maintenant il y a le doublage avant c'était finalement une orientation de carrière, alors que maintenant il y a des gens qui viennent là pour faire du doublage. Il y a même eu une époque où c'était pas un choix de carrière. C'est-à-dire que c'était C'est vrai qu'il y a cette image du comédien de doublage un peu comme le rebut de la comédie. Ouais, c'est Éric Legrand qui en parle souvent et j'ai l'impression que ça a été un grand traumatisme chez lui. En fait, il a été majoritairement appelé pour du doublage alors que lui, ce qui le faisait rêver, c'était vraiment le cinéma et le théâtre. Nous, ça nous fait un peu mal au cœur dans notre génération parce que c'est ce genre de personnes qui nous ont donné envie de faire ce métier-là. Éric Legrand, je le trouve absolument incroyable. Tout le monde cite Vegeta, mais pour moi, là où il brille le plus, c'est dans Archer. C'est un des comédiens les plus drôles que j'ai jamais entendu de ma vie sur cette série. Et sur Loki, il est parfait sur le rôle, par exemple. Et le truc, c'est que lui, il a pas voulu faire ça et ça s'est fait par la force des choses, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a assez mal vécu. Tous les gens qui m'en parlent dans le métier me le disent. On s'est jamais vraiment parlé avec Éric Legrand, mais bon, voilà. Je pense que ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que oui, c'était peut-être pas la carrière qu'il voulait faire, mais en attendant, il a fait rêver, il a fait rêver des millions de gens, et je pense que j'exagère pas avec le chiffre. Quoi. Oui, complètement. Et alors que maintenant, comme tu dis, dans ta génération, qui est aussi plus ou moins la mienne, c'est être comédien de doublage, c'est un premier choix. Ouais, carrément. Nous, quand on s'est présenté dans notre école de théâtre, je leur ai clairement dit, moi, si je veux améliorer mon jeu d'acteur, c'est pour être un meilleur comédien de doublage. Et je sais d'ailleurs que les vieux de la vieille n'aiment pas le terme comédien de doublage, on dit comédien, etc. Merci les Québécois et les Belges de dire doubleur. Voilà, parce que doubleur, on sait que ça veut dire un comédien qui fait du doublage, c'est fatigant, ça. Les combats qui servent à rien. Exactement, ouais. Complètement. Quand t'as le choix, t'as pas à te plaindre. Oui, ouais. C'est bon. Ouais. Et... Tant que c'est pas dit méchamment, tu vois. C'est ça. Si c'était un vieux tenancier de théâtre qui me dirait vous n'êtes que doubleur, je lui dirais oui, et vous êtes vieux et moche, tu vois. Alors qu'un fan qui vient de dire vous êtes doubleur, si le mec il a des étoiles dans les yeux, je lui réponds oui. Carrément. Tu vois. Puis t'as fait aussi des petites scénettes à droite à gauche. Enfin, moi je suis tombé sur une vidéo YouTube qui s'appelle Le Téton. Ouais, le court-métrage, ouais. C'est le seul court-métrage dans lequel on a tourné. Et qui est très drôle. Lettre à la mer, mais envoyez-nous des propositions, nous on est chaud avec Victor. Non, mais on adore ça, tourner devant la caméra aussi. C'est super cool. Votre métier aujourd'hui, c'est d'être comédien de doublage, mais ça n'empêche que de manière générale, on jouer reste la comédie. Comédien, ouais. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de jouer la comédie et ça, c'est grave cool. Si tu veux bien, on revient sur les techs. Là, tu as pris les cours de théâtre donc pour t'améliorer. Bon, vous n'avez pas été au bout du cursus pour absence, machin, tout ça. Non, justement, on s'est fait virer à la fin de l'année. Ah, ok. Bon, vous avez été viré à la fin. On a été refusé en 3e année. Okay. Mais vous avez quand même bien kiffé. Vous avez beaucoup profité en termes d'apprentissage. Oui. Ça nous a énormément appris. Il y a vraiment une différence quand tu écoutes Sword Art Online in Minutes et Code Geass. Ouais. Tu vois, il y a vraiment un truc où il y a du jeu d'acteur, de la précision qui commence à arriver. Ouais, c'était ma question. Quel était trop fort. J'allais te demander si justement tu avais senti un gap entre les deux. Mais clairement. En fait, c'est tout bête, mais voir des comédiens qui passent toutes les semaines, tu vois dans ce qu'ils font ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Et surtout, du coup, tu commences à pouvoir mettre des mots
sur la chose qui t'intéresse dans leur jeu. Et donc, quand tu veux devenir directeur artistique, comme ce qu'on va faire sur Dreamland d'ailleurs, c'est super important ça, de pouvoir expliquer à un comédien l'émotion que tu cherches avec des mots. Et en fait, les cours de théâtre nous ont aussi permis ça, tu vois. D'avoir un vocabulaire et d'avoir... c'est ça. C'est ça, en fait, comme notre professeur de théâtre devait, je vais pas dire son nom parce que je le déteste, mais le pire c'est que c'est pas vraiment qu'une blague. Wow, bref. wow. Non, mais je dis que je le déteste, mais je pense juste que c'est un vieux monsieur aigri. Bref, on va arrêter. Non, c'est que, en fait, comme son travail, mine de rien, c'était de diriger les comédiens qui sont sur scène. Donc, en l'entendant parler, en fait, tu comprenais. Comment on fait ? Je comprenais que j'aimais pas du tout ce qu'il proposait, et je comprenais du coup comment on faisait pour diriger les comédiens sur scène, et donc à terme derrière un micro. Et ça nous a appris vraiment beaucoup de choses, cette école-là, que ce soit en acting ou en direction. Et à ce moment-là, c'était quoi votre objectif par rapport à Retake ? Parce que vous aviez déjà sorti 3-4 vidéos assez rapidement, genre avec un bon rythme. Ouais, en fait les premières c'était que des VF de Gigog, donc c'était assez facile à faire. Ensuite, là on s'était dit on va écrire nos propres vidéos. On avait commencé à la fin de l'été avec Death Note, et on s'était dit on va écrire nos propres vidéos pour faire des textes qui nous ressemblent, tout simplement. Victor a une plume qui va plutôt dans la punchline et compagnie. Moi c'est de l'humour absurde, et on se retrouvait pas trop dans Gigog, mine de rien, mais on savait que c'était drôle, tu vois. Donc à l'époque on faisait juste un travail d'adaptation. Là c'était vraiment un travail de création. Et notre objectif, c'était produire des trucs et nous marrer, quoi, tout simplement. Okay. Et là, la sauce, elle commençait déjà à prendre au niveau de la chaîne ? Ouais, on avait, mine de rien, je crois qu'on a eu plus de 100 000 abonnés en moins de 6 mois, quoi. Ce qui est pas avec Retake. Ouais, c'est inespéré pour du YouTube. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à aller dans Studio Capital C'est arrivé avec Code Geass. Et du coup, il me semble que c'est à peu près en mai 2018, un truc du genre, je crois. J'ai pas la date. Je crois que c'est dans ces eaux-là, mais en fait... Capital, c'est une histoire improbable. C'est en fait le premier jour où on va dans notre école de théâtre, quand on se présente, même à l'entretien pour l'école de théâtre, on leur dit qu'on est passionné de doublage, comme je disais plus tôt. Et du coup, l'école décide de lancer des cours de doublage. Et ils font ça en partenariat avec Studio Capital. Et il y a une proposition d'essai pour tous les élèves de l'école et même des anciens. Et du coup, nous, on y est allés. Et on a fait des tests sur place devant les autres, et mine de rien, on était largement meilleurs que sur scène avec Victor. Et à la fin du cours, la directrice de l'école nous présente Stéphane, l'ancien patron de Studio Capital, et elle lui explique qu'on est des passionnés de doublage et compagnie. Et là, il nous dit, écoutez, à l'occasion, venez essayer d'assister chez moi. Je vous présenterai à la directrice qui sera là, à la directrice artistique qui sera là, et on s'arrangera pour que vous puissiez entrer. Donc nous on s'est dit c'est la porte d'entrée, vas-y on essaye. On y est allé je crois 2 semaines après, et ça c'était un moment incroyable. Stéphane nous dit j'ai pensé à vous, j'ai vu une vidéo sur Star Wars, c'était une parodie, et le doublage était bien fait, etc. Et là on capte direct, ça peut être que la nôtre. Enfin, sur ce qui est sorti récemment, ça peut être que la nôtre. On se regarde avec Victor et on se fait un petit signe de la tête comme ça, et on le laisse faire pendant bien 2-3 minutes. Il dit que des compliments, il dit que des compliments, et à la fin je dis Stéphane, c'est nous. Et ça régale. Et en fait, Stéphane, c'est un monsieur qui a un regard assez fermé, tu vois, comme ça. Et là, c'est la première fois de ma vie, je l'ai vu faire. Ah ouais ? Et il fait, si vous voulez, vous pouvez les faire ici maintenant. Comme ça ? Ouais. Mais non. Comme il a vu que c'était assez quali ce qu'on faisait, il nous propose de venir à Capital. Il dit, vous trouvez un ingé son qui sera d'accord, parce qu'on lui explique qu'on n'a pas de moyens à l'époque. Vous trouvez un ingé son qui sera d'accord pour bosser avec vous, peut-être le week-end sur les heures creuses du studio. Vous ramenez vos comédiens et vous le faites là. Incroyable. Et du coup, on s'est dit, c'est... Gratuitement. Ouais. Wow. Ouais. Et pendant les 2-3 premières années, Capital, nous a vraiment beaucoup aidé sur ça. Maintenant qu'on a des OPSP, on peut payer tout le monde. Mais à l'époque, ils nous ont laissé les studios sur les heures creuses. Moi, je venais pour écrire les bandes rythmo. Je venais à 19h, je bossais jusqu'à 8h du mat, toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, on enregistrait nos vidéos. Tu vois, ils nous ont... Bon, du coup, on a charbonné, tu vois, parce que j'ai eu des gros problèmes de sommeil pendant ces années-là. Tu m'étonnes. Maintenant, on délègue l'écriture de la rythmo, mais ça nous a vraiment permis de nous lancer, parce que qui dit qu'on enregistre en studio, dit que là,
il y a aucune honte à inviter un comédien pro, parce que avant on enregistrait chez Victor, qui est c'est une vieille maison. Le setup, c'était un vieux siège sur lequel on mettait un vieux tabouret, sur lequel on mettait un Blue Yeti dégueulasse avec des toiles d'araignée dans sa chambre. Heureusement, il a nettoyé 2-3 fois depuis ces 6 dernières années, mais 2-3 fois seulement. Je le clash, ma maison est pareil. Mais du coup, on s'est dit, ça y est, on peut inviter des comédiens professionnels. Et là, ça a été l'occasion d'inviter des gens. La première personne qui nous a dit oui, c'était Frédéric Soutrel. Et pour nous, qui joue le père de Lelouch dans Code Geass. Et pour nous, c'était une chance, parce que c'est moi, en tant que joueur de LoL, c'était Tam Kench. Et puis, mine de rien, c'est quand même un comédien absolument ouf. Et puis, comme on a eu Frédéric, on a eu notre première convention quelques semaines après. Donc on s'est dit, tiens, il y a Arnaud Laurent qui sera là. Il doublait dans cette série, on peut lui proposer de reprendre son rôle. Et du coup, Arnaud, c'était des ambiances, mais il l'a fait aussi, tu vois. Et petit à petit, on s'est dit, Incroyable. On peut peut-être commencer à proposer à des gens. La vidéo d'après, ça a été l'attaque des Titans 2. Et on propose à Bruno. Notre ami Youssef avait décidé d'arrêter le doublage. Et Youssef faisait Levi. Et comme c'était Bruno qui nous avait conseillé au début de notre chaîne, on s'est dit, est-ce qu'on ne proposerait pas à Levi de venir reprendre Levi, du coup ? Il nous a dit oui. Et en fait, il est venu, il a enregistré sa session, et il a dit, est-ce que je peux rester pour vous regarder bosser ? Et on lui a dit, ouais, d'accord, pas de problème. Il nous a vu enregistrer nos rôles, enregistrer des comédiens, donc diriger. Il rentre à la fin de la journée, il rentre chez lui, etc. Et à 19h, une heure après qu'on ait fini Drake, Victor et moi, on reçoit un SMS, et il nous envoie, est-ce que vous voulez avoir votre premier rôle en animation japonaise ? Et on lui a dit, oui. Et du coup, après nous avoir vu bosser, Bruno a décidé de nous appeler, quoi. Et c'est lui qui nous a lancé dans ce secteur-là. C'est incroyable. Ça a été Retech nous a apporté beaucoup de choses, et je suis content, parce que mine de rien, c'est pas juste la lumière de la chaîne, c'est des gens qui nous ont vu travailler et qui ont vu que c'est pas parce ça que marchait, la chaîne avait du succès qu'ils sont venus vers vous, mais c'est parce qu'ils ont vu la qualité en live, en direct. La qualité, c'est un grand mot. Non, mais que vous étiez là, vous charbonniez, vous étiez il a vu qu'on y mettait du cœur à l'ouvrage, quoi. Et puis jeune, je veux dire, t'as commencé Retake, t'avais quel âge ? J'avais 20 ans, ouais. J'avais 20 ans. Victor, 19 au tout début. C'est incroyable. Ouais, ça a été en fait, ça a été un pur fruit du hasard. Même Victor, lui aussi, il a fait une année sabbatique avant, donc ne serait-ce que ça, c'est improbable, quoi. On a tous les deux fait une année sabbatique à cause de problèmes perso tous les deux, et on se retrouve l'année d'après. Comme on a eu tous les deux des problèmes perso, ça nous fait un point d'accroche. En fait, la première session où on devait faire une parodie, ça a été une session de discussion, tu vois. Et ouais, c'est là que ça a matché. En fait, c'est le hasard qui a fait qu'on en est arrivé là, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit tout le temps merci aux gens, tu vois. J'arrive pas à croire qu'on en est là aussi vite. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est du talent, c'est du talent. Il y a une énorme part de chance. C'est tout bête, mais Bruno nous aurait pas répondu sur Messenger, on n'aurait jamais eu les conseils, on n'aurait jamais progressé. Giguck nous aurait pas répondu sur Gmail, on n'aurait pas eu de concept, ça aurait jamais pété, tu vois. C'est fou. C'est fou, on a eu beaucoup de chance dans cette aventure. Donc là, la chaîne est bien lancée. Ouais. Vous avez déjà fait vos preuves auprès de comédiens, ils ont vu ce que vous faisiez, ils vous proposent un premier tournage. Et c'est quoi ce premier tournage ? C'était Le Piano dans la forêt sur Netflix. Okay. Alors, petit détail, moi j'avais déjà fait des ambiances en doublage grâce à Thierry Vermut qui m'avait lancé. Mais en fait, c'était mon premier rôle, Le Piano dans la forêt. Et c'est assez drôle parce que dans la vie de tous les jours, Victor, il renvoie, avec sa voix, un truc plus léger. Donc, tu as tendance à le mettre sur un mec choupinou sur un doublage. Et moi, avec la voix, je renvoie un truc plus dur et compagnie. Et Bruno nous a mis sur l'extrême inverse. C'est-à-dire que moi, je fais un petit pianiste polonais tout timide, et Victor, il fait un pianiste chinois super dur, super énervé. Et ça a été une super expérience. On a passé tout l'après-midi à enregistrer avec Aurélien Rénal, qui est le fils de Virginie Ledieu, qui est une bête de comédien. Aujourd'hui, c'est la voix de Echo dans Arcane. Et c'est un mec adorable, mec génial, bref. Comme quoi, j'insulte pas que les gens. Oui, on notera ça. Non, il y en a majoritairement des gens que j'aime bien, mais je me souviens plus de mes ennemis. Bref. Je vois. Et est-ce que ce premier tournage, c'est un peu le premier engrenage qui va vous lancer sur une succession de tournages, parce qu'aujourd'hui tu en as plusieurs à ton actif. Ouais, aujourd'hui ça. En fait, là où j'ai eu beaucoup de chance, moi, c'est justement grâce aux ambiances avec Thierry Vermut. Les ambiances en doublage, c'est que tu sais tous les petits rôles. Et comme moi, je m'étais entraîné à bouger ma voix,
Thierry, il a pas hésité à dire à des gens « Ah, en plus, il est pratique, il peut te faire un gosse de 17 ans comme un mec de 40, puis même un petit vieux, tu peux l'essayer sur du 77, 80. Et en fait, il y a Gilles Morvan que j'ai rencontré après. À l'époque, je portais que des t-shirts de métal. Gilles Morvan est un ancien chanteur de métal, donc il m'a repéré grâce à ça. Il a commencé à me tester et à me conseiller à d'autres DA parce que je bougeais ma voix. Et en parallèle, après notre plateau avec Bruno sur le piano dans la forêt, le soir même, c'est Mélanie Anne et Grégory Lenné qui me l'ont dit. Le soir même, Bruno leur envoie un SMS en disant « Il faut que vous les fassiez travailler, ils sont très très bien, deux jeunes, il faut y aller. » Et Mélanie nous teste sur les ambiances du film My Hero Academia. Et quelques mois après, elle nous file un rôle. Victor a Tamaki et moi, elle me donne le rôle de ma vie. Ah ouais, Mirio. ouais, c'est ce que tu dis dans les autres interviews. Il est là. Je sais qu'il est pas si important que ça dans l'œuvre, mais il est très important ici. Tu lis le manga ? Oui, je lis, t'inquiète. Oh, il est quand même bien cool, hein. Ça, oui, moi je l'adore. Cool. Je sais qu'apparemment les fans japonais le mettent même pas dans le top 10. Oh, il est classe. Il est incroyable. C'est le meilleur. Il est mignon, il est trop gentil. Vraiment, il se bat toujours pour que justice soit faite. Je l'aime. Et donc là, t'enchaînes les rôles, maintenant t'as une belle palette puisque c'est devenu ton métier. Ça commence à être pas mal. En parallèle, Retake la chaîne grandit. Du coup, il y a aussi une balance qui commence à se faire entre la vie professionnelle et Retake qui est plus un projet personnel de base. Vous gérez ça comment ? En fait, c'est aussi pour ça qu'on sort pas tant de vidéos que ça, parce que nous, on se dit on va se servir de nos expériences artistiques pour enrichir notre humour, enrichir notre écriture. Et du coup, on s'était dit volontairement, on va sortir moins de vidéos, on va pas chercher à en faire une tous les mois ou quoi, parce que du coup, on aura une écriture différente si on laisse 2 mois, 3 mois maturer, vous gagnez en expérience, vous avez d'autres idées, d'autres manières de voir les choses. C'est ça, on consomme des produits. Par exemple, ça se sent peut-être dans la dernière vidéo, mais on a adoré La Flamme. Et du coup, il y a cette espèce d'écriture à l'humour acerbe, exacerbant. Quoi. Dans Naruto. Ouais, dans Naruto, ouais. Résumé foireux, Naruto. Résumé foireux, t'as dit ? Attention, hein, parce qu'il y a des gens qui ont... C'est le concurrent. Tu veux que je t'insulte sur les interviews des autres ? C'est le concurrent. Non, c'est résumé en 35 minutes. Ouais, c'est ça. Bon, nous, on appelle ça les retakes, mais bon, on a abandonné, les gens vont toujours appeler ça des résumés foireux. Le résumé foireux, c'est le nom parfait. En vrai, c'est drôle. C'est le principal. C'est parfait. C'est un résumé, c'est foireux, c'est parfait. Il y a des vannes. En plus, du coup, vous êtes mis sur TikTok. Ouais. Et il y a vraiment des vannes qui sont incroyables et qui tournent de ouf. Et moi, ça me termine de rire. Ouais, TikTok, on a un peu le seum parce que je pense que notre compte a été shadowban, comme on dit. Ah ouais ? On est clairement moins mis en avant que les autres, c'est tout bête. Mais nous, on a upload l'extrait de Sasuke contre Ziak dans notre parodie. Ça a fait moins de 8000 vues. On a vu un réupload qui a fait 1 million de likes. On s'est dit... Ah oui, parce que ça, c'est clairement un truc qui se fait voler, mais à tire-larigot. Ouais, on sait pas trop comment réagir, nous, parce que si on les bloque, on va passer pour des connards, et en même temps, ça nous fait de la pub, tu vois. C'est tout bête, mais le TikTok sur Sasuke Ezyak qui a percé, moi, je suis un horrible psychopathe, je passe mon temps à regarder les chiffres des vidéos, et j'ai très clairement vu une montée de chiffres le jour où le TikTok est sorti. Donc je sais que ce TikTok... Ça vous fait aussi de la pub. Ouais, ça nous ramène des gens, et... En fait, je suis assez d'accord avec le JDG, c'est les gens qui réuploadent en brut, t'as envie de les virer. Ceux qui mettent leur plus-value, là c'est tout bête, il a mis une musique de Ziak en plus. Oui, c'était une super idée, on aurait dû faire ça. Et du coup, il a sublimé ce que vous avez fait. Sublimé. C'est un mot peut-être fort, ouais. Ouais, il a eu la bonne idée, ouais. En fait. Ouais, il a eu la bonne idée pour rendre le truc plus cool et plus mercantile sur TikTok, quoi. Je vois. Ça nous ramène à ce que vous faites maintenant, Dreamland. Ouais. Je pense qu'on en a parlé dans l'épisode précédent avec Nicolas. Toi, tu es aussi à la direction artistique. Yep. Du doublage, avec Victor. Et ça se passe comment ? Pour l'instant, on n'est pas encore lancé, mais encore une fois, je suis un dangereux psychopathe. Le jour où j'ai su qu'on allait avoir Dreamland, j'ai appelé Victor, je lui ai dit avec le compte de la chaîne, je vais acheter tous les tomes si ça te va. Et j'ai chopé littéralement tout Dreamland en manga. J'ai tout lu avant la première interview. T'as kiffé ? Et ouais, je kiffe. En fait, on sent au début qu'il se cherche un peu, et puis dès le tome 6-7, ça commence à devenir génial. Et le combat Arca contre... c'est pas Maniac, c'est Dolce Tejada. C'est génial. Enfin, il y a des bonnes idées et tout. Et je me dis, ça, quand ça va être... Quand nous, notre taf, ça va être de sublimer ces scènes-là. Ça va être génial. Mais vraiment, il y a des choses magnifiques dans Dreamland. Et il y a une anecdote, je sais pas si Renaud te l'a raconté sur Dreamland. Je suis pas sûr, non. Ça, c'est un truc qui est assez ouf. On l'a annoncé à la Japan Expo.
Et en fait, 2 jours avant la Japan Expo, j'étais chez mon grand frère. Ok. Grâce à qui, indirectement, je fais ce métier aujourd'hui. Avec et sa copine. grâce à sa copine, qui est aujourd'hui sa femme d'ailleurs. Il y a une histoire qui évolue, c'est bien. Ouais. Et en fait, à l'époque où je lui disais que je voulais être comédien, mon frère m'avait dit, si tu veux, j'ai un ami, je crois qu'il a une BD ou un truc comme ça, je pourrais lui parler de ça. Et je lui avais dit, non, t'inquiète, tant que j'ai pas gagné du niveau, ça sert à rien de me présenter à des gens. Et du coup, 2 jours avant qu'on annonce Dreamland, je lui ai dit, ouais, on va avoir une série d'animation. C'est édité d'un manga français, ça va être adapté d'un manga français qui s'appelle Dreamland. Et là, mon frère, tic, il fait, l'auteur, il s'appelle Renaud Lemaire. Et je lui dis, oui, pourquoi? Et ça m'a étonné parce que mon frère, il est pas du tout il est pas du tout geek, quoi. Il a une play et compagnie, mais c'est un mec plutôt bureaucrate et compagnie. Bon, un mec cool qui joue de la guitare quand même. Et quand je lui dis oui, il me dit, mais je suis ami avec lui depuis 17 ans. Et en fait, ils se connaissent depuis la fac. Le monde est petit. Ouais, c'est ouf. Et Renaud ne le savait pas non plus que j'étais le frère de Pierre, du coup. Je le dis 2 jours après à Renaud, et c'est improbable, quoi. Le petit frère d'un de ses amis d'amis de la fac. Ouais, c'est ouf. Ah, c'est génial. Cette histoire est improbable. J'adore. Et t'as dû être content d'avoir une des premières comme série C'est française. inespéré. En plus, là, quand Renaud a commencé à parler de ce qu'il imaginait pour le doublage, forcément, j'étais sur les lives en train d'écouter. Quand il dit je veux une équipe de jeunes dont c'est limite le premier projet pour pouvoir sublimer le truc, je me suis dit, mais c'est exactement. Enfin, moi, c'est ma vision dans le doublage. J'ai un problème avec les VF récentes. Je trouve que ça fonctionne vachement comme le Star System. C'est-à-dire, enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'on est sur. On va prendre les acteurs qui marchent et les mettre sur des trucs où ça marche à peu près. Et moi, je trouve ça dommage parce que tu as des comédiens qui sont employés sur des rôles, sur les mêmes produits, je les verrais sur d'autres et je trouve qu'ils marcheraient mieux. Et les consommateurs aiment ça parce qu'ils ont l'habitude de toute manière d'entendre ces voix-là. Et je me dis, mais pour citer des noms, quand Alexis Thomasian, Donald, Dorothée, ils étaient jeunes, c'était eux qui faisaient les jeunes du métier. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté passation qu'on avait eu à leur époque. Et j'ai peur qu'à terme, nous, quand on sera dans quelques années, vous fassiez tout. C'est ça, c'est-à-dire que quand Donald, Alexis et Dorothée, Inch'Allah, c'est dans longtemps, mais ne pourront plus faire de rôle, comment le public va s'adapter si jamais il passe pas la main? Ça commence à arriver légèrement. On a Martin Fallu qui est sur Jasquier dans The Witcher. On a un comédien que j'adore, Gabriel Bismuth, bien aimé, qui fait Dewey dans. Je l'appelle Dewey, mais je sais pas s'il s'appelle comme ça dans Stranger Things. Ah, ok. Dans Stranger Things, c'est le mec qui a des problèmes de prononciation. Ah, ok. J'ai des trous de mémoire. Je suis nul avec les noms. Anderson, c'est son nom de famille, mais c'est Gabriel Bismuth qui est génial. Il y a Oscar Douyeb, Tom Troufier, il y a toute notre génération, Arthur Kong, Victor. Il y en a plein, Stevie Tommy, Grégory Lorgab. Tu vois, c'est des noms que je cite, les gens ne savent pas qu'ils existent encore. Et pourtant ils seraient capables de tenir la barre sur un rôle principal. Et sur les séries jeunes, enfin, je veux dire, moi je trouve ça aberrant quand t'entends un mec de 35-40 ans sur un personnage qui a 17 ans. Faites tourner la page. Alors oui, il y a des comédiens, leurs voix n'ont pas bougé et ils sont excellents sur le créneau. Quand ça arrive parce que c'est le meilleur match possible, d'accord. Mais quand tu peux trouver mieux, mets un jeune. C'est plus intéressant de découvrir des jeunes talents, quoi. Carrément. Et c'est le message que nous a dit Renaud pour Dreamland. Et donc ça t'a régalé. Parce qu'en plus, t'es sur de la création de voix. C'est la première fois que tu fais de la création de voix, non? Alors, c'est pas la première. On en a fait pour Kevin Tran sur ses vidéos en anglais. Ouais. Mais c'est très rare en France, ne serait-ce qu'on te propose de commencer la direction avec une création voix. C'est inespéré, en fait, comme produit Dreamland. Et je pense qu'ils nous ont repérés parce qu'on est des passionnés d'animation. Comme le Renaud, on est des nouveaux. Et c'est assez ouf, quoi. Donc, Dreamland, très beau projet. Ouais. Ça nous amène, en parlant de projet, un nouveau projet pour toi et qui fait complètement sens dans ce podcast et qui est très récent, hein. Ouais, je l'ai lancé sur un coup de tête. En fait, ça fait depuis le collège, à force de consommer des produits, on dirait que je parle de drogue, à force de regarder des séries et des dessins animés et compagnie, il y avait des personnages qui me marquaient et compagnie, et ça commençait à me créer un univers dans ma tête. Et là, cette année, en gros,
j'aime toujours autant le doublage, tu vois, mais j'ai vraiment fait que ça ces 3 dernières années. Et je me suis dit, je suis en train de m'aliéner, en fait. Si je fais que ça, je vais devenir fou. Et je me suis dit, il faut que je me lance dans autre chose. Et sur un coup de tête, je me suis dit, allez, c'est le moment. J'ai lancé ce tweet pour dire, je cherche un dessinateur. Et je me suis dit, ça y est. Là j'ai fait le premier pas. Je vais être obligé, en fait, de me lancer là-dedans. Et j'ai trouvé ma petite pépite. Je ne dis peut-être pas son nom. Je ne sais pas, mais... Comme tu souhaites. Je sais pas si lui le veut. Okay. Donc, on dans va le doute, garder dans le doute je vais dire... Attends, je vais dire son pseudonyme. Tu sais quoi ? On va lire son pseudonyme. On va lire son pseudonyme puisque c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Alors, il l'appelle H. Je suis pas sûr que ce soit ça son pseudonyme. Mais on va dire H. Mais attends, je vais tout simplement te diriger vers son compte Instagram. Je suis très nul en nom, du coup, je ne me rappelle pas d'un nom à rallonge. Pas H, hein, mais... Alors, son compte Instagram, c'est The Hatred Sharping. Et je suis... en fait, on a un peu discuté. C'est un pote à lui qui m'a envoyé son travail primo. Un pote à lui qui m'a envoyé son travail en noir et blanc. Et en fait, il a un style qui est super varié. Et je me suis dit, ça m'intéresserait bien de bosser avec lui parce qu'il a un truc un peu agressif dans le trait et tout. Et je me suis dit, vu l'histoire que je veux raconter, c'est intéressant. Je lui en parle un peu. Et en fait, ce qui m'a choqué par rapport à la plupart des gens avec qui je suis rentré en contact, c'est qu'il m'a directement dit si tu veux, fais-moi un brief. Je t'envoie des tests de personnages et compagnie. Et je me suis dit, bah ok, je lui ai fait un brief d'une ligne ou deux des personnages. Je me suis dit, bon, il va me donner un truc d'ici 2-3 jours. Et dans la soirée, il m'envoie une page avec genre une quinzaine de tests différents. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce malade ? En fait, il passe son temps. Il est super déter. Et en fait, je sais que... sur Retake, tu vois, la dynamique, c'est moi qui suis fonceur et qui dit 10 000 projets à faire, et Victor qui dit doucement, ça va aller. Et je me suis dit, si à deux sur un manga, on est tous les deux de gros malades à bosser à fond sur le projet, ça va être fou, quoi. Ça peut avancer super vite. Et après, Retake, c'est une dynamique qui est différente. Avec Victor, je pense qu'on a esquivé des erreurs, puisqu'il me remettait les choses en question. Mais avec lui, je me dis, là, c'est le truc, quoi. Il est ultra déter. En gros, là, pour l'instant, il commence à travailler sur les décors, à s'entraîner. On a dit il y a 4 jours qu'il devrait s'entraîner. Il m'a pondu 5 décors en 4 jours. Ouais. Et c'est des entraînements, tu vois, mais ça me montre qu'il cherche des trucs. C'est trop bien. Ah, c'est fou. Ben là, je lui ai fait la surprise. Ton podcast devrait sortir après, mais je lui ai dit j'ai demandé ton adresse à ton pote. Je t'ai envoyé des mangas. Je lui ai envoyé une tablette graphique. Ça régale, ça. En fait, il m'a dit mon matos c'est pas terrible. Du coup, je galère un peu, mais t'inquiète, je t'envoie du taf. Et je me suis dit tiens, tu vas travailler dans des meilleures conditions. Tu vois. C'est l'avantage. Si grâce à YouTube on a les moyens, je me dis en fait, s'il s'avère que ça marche pas entre nous, au moins j'aurais fait un heureux et c'est un passionné, et au pire il pourra se lancer à fond, tu vois. Et est-ce que tu as déjà un petit pitch que tu peux proposer ou un contexte pour ton manga ? En gros, je vais dire les grandes lignes. C'est du coup il y a un immense univers que j'ai bossé. En gros, c'est un monde alternatif. Et l'idée que j'ai, c'est que plutôt que commencer par l'histoire principale d'un coup, je vais raconter l'histoire de personnages qui interviendront dans cette histoire principale. Okay. Donc là, on va commencer par le continent qui s'inspire de la région qui s'inspire de l'univers asiatique de manière générale. Ça va être une histoire de samouraï, mais l'univers dans lequel ils vont aller va s'inspirer parfois du Cambodge, parfois de la Chine, en fonction du pays dans lequel ils vont. C'est un monde alternatif qui part du principe que c'est en gros une divinité qui a voulu recréer notre monde en changeant quelques règles. Okay, et ça, ça va pas faire partie de l'histoire principale, cette histoire de divinité. On va juste suivre des histoires humaines dans un autre monde. D'accord. Donc tu as le monde bien en tête et il va y avoir des choses qui vont se passer dans ce monde. Ok, grave cool. Et ça m'amène à une des dernières questions. Ouais. Comment est-ce que tu t'organises ? Je m'organise pas. Pour le doublage, j'ai mes créneaux précis où je dois y aller. Ensuite, généralement, j'y pense tout le temps. C'est tout con, mais je me fais des playlists Spotify qui représentent l'histoire que je veux écrire dans ma tête. Et quand je vais au taf, j'écoute cette musique et en fait, je suis tout le temps dans le mood de mon écriture. Okay. Quand je suis en doublage, je mets ça en pause le temps de faire le rôle, puis je sors et je me remets dans mon délire. Tu gardes des notes quand même Alors, j'ai un petit trauma suite au lycée sur le fait d'écrire, donc ça va être le truc que je vais devoir surpasser. Rien. En fait, tout en tête. Ouais, l'histoire que j'ai racontée à Renaud il y a 3 mois, tu vois, c'est toujours la même que celle que je raconte aux gens autour de moi. C'est que j'y pense. Là, forcément, en fait, je me sers des chansons pour représenter des scènes. Et du coup, quand j'écoute la chanson, j'ai la scène en tête parce que je me suis fait les images. Mais évidemment, là, je vais passer à la phase où je vais écrire sérieusement parce que il faut bien le faire et surmonter ces vieux démons. Et donc, ça veut dire que tu vas cumuler doublage, retake et manga.
Ouais, mais sur le manga, je le reconnais parfaitement. Je vais pas être celui qui va travailler le plus. Ah bah non, le scénariste a toujours une charge de travail qui est moins grande ça, que ouais. l'illustrateur. Globalement, je vais négocier. Si je négocie plus tard avec des maisons d'édition, etc., ça va être surtout pour que H puisse travailler dans de meilleures conditions possibles. Mais je me fais pas d'illusions. C'est lui qui va donner vie à tout ça. Ça va être peut-être mon monde, mais l'avantage, c'est que moi, je vais pas avoir à tant de travailler que ça. Du coup, ça va me prendre du temps, le temps d'écrire les scénarios, je l'aide quand même à trouver la direction artistique, je lui envoie des références de bâtiments, quoi, etc. Ouais, là, on est en train de chercher des inspirations chez les mangas qui nous inspireraient, chez d'autres mangas qui nous inspireraient. Mais l'avantage, c'est que là-dessus, j'ai pas tant de travail, de charge de travail que ça. Donc mon objectif, c'est que lui puisse bosser dans les meilleures conditions possibles. Et pour Retake, en gros, en fait, une vidéo, ça ne prend pas tant que ça à être produit. Le plus long, c'est l'écriture. C'est pour ça que Naruto a mis des mois à être écrite. Mais quand on se lance à fond, en 2 semaines, on peut sortir un truc. Ah ouais, avec tout le dérush à faire et tout. Là, Chainsaw Man, le montage, c'est moi qui m'en occupe. Okay. Je pense que le montage de Chainsaw Man, je peux le faire en 1 jour et demi, quoi. Ah ouais. Ouais. En fait, tu me dises comment tu fais. Hein, à chaque épisode, quand on écrit, en gros, on regarde toute la série. Et en fait, je note. Ok, épisode 1, Et comme on regarde la série, je sais où est la scène dans l'épisode et compagnie. Et là, en 12 épisodes, ça va aller très très vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sortez une vidéo, vous retapez toute la saison. Tout le temps, ouais. Wow. C'est pour ça que Naruto, ça a été très long. Très long, ouais. Parce qu'il y a combien d'épisodes rien que sur 220. Ok, très rapide. Ouais, je l'ai toujours en tête. Et aujourd'hui, l'équilibre que tu arrives à avoir, il te convient ou tu es encore en recherche Parce que j'ai l'impression que tu cours quand même beaucoup. Pas tant que ça en fait. Physiquement déjà ça se voit que je cours pas beaucoup, mais non, là dis-toi qu'en parallèle je suis aussi en train de lancer un projet de série, en gros un documentaire de remise en forme qui va s'appeler Road to le million. On est en train de travailler dessus, on va proposer ça au CNC. Où justement je me suis dit que je voulais faire la série de vidéos que j'aurais voulu voir au collège, le moment où j'ai commencé à tomber en dépression à cause du harcèlement scolaire sur le poids et compagnie. Et en fait, disons que je m'entoure des bonnes personnes pour qu'elles puissent m'aider à gérer des projets à côté. Moi je suis là pour l'écriture, je suis là pour valider, je suis là pour globalement l'aspect artistique, dans le sens où je réfléchis au format, à la musique, mais ensuite je mets ça dans les mains de gens qui vont bien s'en occuper et où je sais que ça va être bien qualitatif après, tu vois. Okay. Et du coup, ça me permet d'être sur plusieurs trucs à la fois, où j'essaye quand même de laisser ma patte, parce que objectivement, c'est censé être mes produits. Carrément. Mais et ce serait quoi ce documentaire ? En gros, là, on va essayer de proposer ça au CNC cette année, maximum à la fin de l'année. C'est un documentaire où je me remets au sport. Okay. Et ça fait un moment que j'ai repris le sport pour aller mieux dans ma tête. Et en gros, on va parler, je vais dire les termes, de l'obésité, de comment en sortir, de la grossophobie de manière générale, d'expliquer pourquoi on devrait foutre la paix aux personnes en situation d'obésité. En faisant intervenir des nutritionnistes, des coachs sportifs et des psychologues pour parler de tout l'aspect de la destruction que c'est, en fait, le harcèlement à l'école. Et donc ça vise un public quand même assez jeune ? Ça, je pense que ça va viser tout le monde. Ça vise tout le monde. L'objectif, c'est que ce soit la vidéo que j'aurais voulu voir à 14 ans et une vidéo qui me ressemble aujourd'hui à 25, quoi. C'est une bonne dynamique en vrai. Ouais, en plus, ça c'est ultra perso. Ouais, carrément. Victor fait de la musique. Et, j'ai vu, et en fait, on écrivait ensemble parce que moi, j'ai commencé à écrire du rap vers 2015 à peu près. Et en fait, j'ai écrit beaucoup de sons pendant ma dépression. Et en fait, à la fin de ces vidéos-là, on va essayer de mettre des chansons vachement personnelles qui parlent justement de tous ces sujets-là. Donc, ça va montrer que ça fait un moment que ça dure et que j'ai envie de changer un peu les choses à mon échelle. Que des beaux projets. C'est grave stylé. On essaye. Ça nous amène sur les 2 dernières questions. Donc, celle que j'ai posée à Nico. Un film, une série, un livre qui t'a inspiré et que t'aimerais partager. Qui m'a inspiré. Alors, où tu vois, tu t'es dit, ah ouais. Run with the Wind. C'est un animé de sport c'est celui qui m'a vraiment aidé à me remettre là-dedans. C'est un animé où tu vois 10 personnes qui ont des personnalités vraiment différentes,
tous finir par se retrouver dans le sport et tu vois que ça peut les aider à réfléchir sur leurs problèmes de famille, à réfléchir sur leurs problèmes plus personnel. Plus personnel, quoi, leur timidité et compagnie. Celui-là, il m'a vraiment beaucoup aidé. Et je vais dire comme Nicolas, ça m'a fait chier quand il l'a dit, mais Gurren Lagann, depuis que je l'ai vu, c'est là. Hein, l'objectif, c'est plus on va transpercer les cieux, quoi. C'est beau. Et du coup, un conseil pour les auditeurs? J'ai beaucoup regardé Kian Kojandi l'année dernière. Et j'aime beaucoup le fait que son émission s'appelle Faire kiffer les gens. Enfin, pas son émission, mais son site internet. Okay. Il y a un bon moment, mais son site, je crois que c'est Faire kiffer les gens ou Faites kiffer les gens. En fait, pour moi, kiffez en fait. Faites des trucs que vous aimez, des trucs qui vous ressemblent. Mais toujours, j'aime bien ce truc où on se dit je vais m'aider moi à essayer de devenir la meilleure personne possible et en essayant d'aider les gens à régler leurs problèmes perso aussi, quoi. Donc faites-vous kiffer pour faire kiffer les gens. Bah, c'est un très beau mot de la fin également. Je te remercie Maxime. Merci à toi. Et puis à bientôt j'espère. Yep, à la prochaine.